allons écouter le mouvement, c'est-à-dire en Allemagne. Un sincère remerciement au fondateur de ce mouvement, le professeur Edgar Nassou, qui a nourri la vision du fédéralisme des États de l'Afrique de l'Ouest et a initié cette dynamique qui se révèle à la face du monde en ce jour. J'associe à ces remerciements tous les membres fondateurs du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens du Bénin, qui portent cette vision de fédéralisme et qui se sont réunis pour la promouvoir. Mes salutations vont à l'endroit de tous les honorables invités qui rehaussent de leur présence la solennité de cette cérémonie et de tous les fédéralistes du Bénin et de sa diaspora, présents ou représentés en présentiel ou de manière virtuelle. La vision de fédéralisme qui fonde notre mouvement ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait déjà été promue, entre autres, par le président ghanéen Kwame Nkrumah ainsi que par l'éminent professeur et chercheur sénégalais Cheikh Anta Diop. En effet, ces panafricanistes optaient en faveur de l'indépendance totale de l'Afrique noire, mais aussi ils préconisaient que celle-ci se fasse dans le cadre d'un État fédéral à l'échelle du continent. Aujourd'hui, nous les fédéralistes du MFSC portons la vision d'une confédération ouest-africaine qui regroupera le Nigeria et la fédération sahélo-guinéenne, qui sera constituée des 14 autres États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On pourrait se demander pourquoi une telle confédération alors que fonctionne déjà la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest compte actuellement plus de 400 millions d'habitants. C'est à peu près la même population que l'Union européenne, qui est autour de 450 millions d'habitants. Et c'est 20% supérieur à la population des États-Unis, qui tourne autour de 335 millions d'habitants. En termes de production de la richesse, le produit intérieur brut en 2020 de l'Afrique de l'Ouest des 15 États réunis était de 660 millions de dollars. Celui de l'Union européenne, qui nous égale presque en démographie, était de 20 fois supérieur au nôtre. Et le PIB des États-Unis, dont la population de l'Afrique de l'Ouest surpasse de 20% la leur, était de 32 fois supérieur au nôtre. Nous remarquons clairement que nous avons une forte démographie qui devrait être normalement vue et considérée comme un atout fondamental. Mais malheureusement, force est de constater que nous produisons nettement moins de richesses. D'où la légitimité de notre vision, qui prône une fédération décentralisée des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'une collaboration de manière plus équilibrée avec le Nigeria, qui représente à lui seul 52% de la population de l'Afrique de l'Ouest et 70% de son PIB. La CEDEAO a aujourd'hui la faiblesse de ne pas être une organisation sous-régionale d'intégration efficace, car le Nigeria a le même pouvoir formel que le Bénin, le Togo et tous les autres petits pays, de par leur démographie bien sûr, de l'Afrique de l'Ouest, malgré sa supériorité. À travers cette confédération qui sera constituée de la Fédération du Nigeria avec la Fédération sahélo-guinéenne des 14 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, nous pourrons construire un marché intérieur de taille critique qui est une condition nécessaire pour nous lancer dans un processus d'industrialisation. Ainsi, notre économie sera compétitive et nous saurons donner suffisamment d'emplois à notre population. J'ai relevé là un pari de la vision du fédéralisme. Notre mouvement joue un rôle d'impulsion et nous sommes conscients que la création de la fédération sera l'affaire des États. Cependant, nous avons la ferme conviction que plus nous sommes nombreux à épouser cette vision, plus nous susciterons sa réalisation. J'aimerais terminer et nous laisser approfondir la réflexion avec cette citation de Kwame Nkrumah qui dit
Les révolutions sont provoquées par les hommes qui pensent comme des hommes d'action et agissent comme des hommes de pensée. Je vous remercie. La liste sahélo-guinéenne section du Bénin est une des deux premières sections de ce mouvement international. La deuxième section est la section de la diaspora. Et c'est avec ces deux sections que nous comptons essaimer dans les 13 autres pays. D'où l'importance de l'expérience que nous faisons au Bénin. Le Bénin va donc être à l'avant-garde de ce que nous cherchons à faire. Bibiane Chango-Tadé vous a expliqué tout à l'heure la vision sur laquelle se base cette expérience que nous sommes en train de mener. J'aurai l'occasion également tout à l'heure de vous présenter la genèse de la mise en place de ce mouvement. Et j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir ici aujourd'hui, car la journée d'aujourd'hui est très complémentaire à ce qui a été fait jusque-là. C'est la journée qui va nous permettre de faire connaissance, parce que nous avons au jour d'aujourd'hui, nous avons 207 membres fondateurs, et l'essentiel des échanges que nous avons eus, ça a été des échanges en ligne par WhatsApp. Donc, j'espère que vous allez tous apprécier les contacts que nous aurons aujourd'hui et que la journée d'aujourd'hui sera le début de quelque chose de très important, je dirais même de quelque chose de grandiose. Donc, c'est une journée historique pour nous et je vous remercie de nous avoir donné la chance d'être avec nous aujourd'hui pour partager cette journée qui restera, j'espère, dans nos mémoires pour la suite des événements. Merci beaucoup. Directeur d'agence dans une SFD au Bénin, à Boycon, et plus précisément, il est président du conseil d'administration de l'ONG Esdras. C'est lui que nous allons à présent écouter, M. Mathias Essay. Monsieur le coordonnateur international du mouvement fédéraliste sahélo-guinéen, Mesdames et Messieurs, membres fondateurs du mouvement fédéraliste, des fédéralistes sahélo-guinéens, section du Bénin, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin pour m'adresser à cette auguste assemblée à l'occasion de l'Assemblée générale du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, section du Bénin, marquant la synergie des forces des jeunes leaders. C'est l'aboutissement d'un long processus de fédération des jeunes béninois afin de soutenir la vision d'une Afrique de l'Ouest confédérale, une confédération entre le Nigeria et la Fédération sahélo-guinéenne. Chers participants, si vous permettez, je voudrais d'abord remercier la section du Bénin de ce mouvement qui nous accueille aujourd'hui dans ce prestigieux hôtel et particulièrement le coordonnateur international, M. Nyansounou Edgar. En effet, sous votre impulsion et votre esprit d'équipe, un travail collectif exemplaire de co-construction d'une politique associative est en train de voir le jour sur le territoire béninois afin de créer une dynamique de concertation entre 207 membres fondateurs, en majorité des jeunes de notre pays. Accompagné par le mouvement fédéraliste sahélo-guinéen, cette démarche signe de dynamique de cette fédéralisation devrait nous permettre d'aboutir aujourd'hui à la clôture de l'Assemblée générale constitutive de la section béninoise qui a commencé depuis le 1er juin 2022. Et nous vous en remercions. Ce mouvement, il faut le rappeler, est une initiative noble de l'une des têtes pensantes de la jeunesse africaine. Je voudrais nommer, cher professeur, M. Edgar Nyansounou, connu pour son esprit rassembleur autour de cette vision commune, de surcroît coordonnateur international de ce mouvement.
Monsieur le coordonnateur international, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'ONG ESDRAS, Entente pour la solidarité et le développement réel des actions sociales, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, opérationnelle au Bénin, dans les secteurs de l'éducation, du développement et de la protection de l'environnement. Pour un petit rappel, l'ONG ESDRAS est une initiative de jeunes, un cadre intellectuel et technicien de divers horizons du Bénin qui vise l'amélioration de l'employabilité et de l'emploi des jeunes dans le développement des programmes et compétences ciblées. Il part d'un combat, celui de l'inéquation des efforts de formation et les besoins réels des employeurs. Pour inverser cette tendance, notre organisation est basée sur des objectifs cardinaux structurés en 3 composantes. Premièrement, la promotion de l'éducation, la formation professionnelle et technique des jeunes déscolarisés en général et des jeunes mères désœuvrées en particulier à travers la création des centres de métiers d'avenir et l'employabilité vise à améliorer l'efficacité des programmes de formation grâce à un partenariat public-privé. Dans le composante 2, la promotion de l'éducation à l'emploi, c'est-à-dire la facilitation de l'accès des jeunes diplômés chômeurs à une formation axée sur l'emploi dans les domaines professionnels techniques et des compétences de base de l'employabilité. Pour ce faire, cette composante offre aux jeunes l'opportunité de s'auto-employer à travers l'entrepreneuriat, contribuant à la formation des entrepreneurs agricoles, aux techniques modernes de production dans l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, l'agroalimentaire et de faire un stage ou une formation complémentaire. Dans le composant numéro 3, la facilitation à l'accès à l'éducation de qualité de tous les enfants en général et des jeunes filles en particulier, à travers l'octroi des prix aux meilleurs élèves, des cours de soutien aux élèves et écoliers en difficulté, le parrainage d'études, la création de centres de documentation dans les écoles et lycées. Mesdames et messieurs, chers participants, à ce jour, plusieurs activités ont été réalisées et d'autres sont en cours de réalisation. Dans ce cadre, au niveau de la composante numéro 1 et 2, nous avons organisé des séances de renforcement de capacité des candidats aux divers examens en milieu rural, notamment dans les départements du Mono et du Koufo. Des séances de distinction des meilleurs élèves dans les localités de ces départements du Bénin. Sur le plan de développement, il y a la création et l'opérationnalisation du projet Bénin Manioc, lancé le 15 mai, qui vise à valoriser la filière manioc dans plusieurs départements du Bénin en mettant en place un cluster qui regroupe les acteurs de cette filière. Ce projet, qui touche la population agricole à la base, nous a permis, après une évaluation de 2 mois, d'impacter un nombre considérable de producteurs et de transformateurs et d'autres acteurs intervenant dans le domaine agricole. Au compte du composant 3, nous avons aussi lancé dans le domaine de la protection de l'environnement par la promotion des plants sur un site de pépiniérie que nous avons mis en place à Parakou, où nous avons plusieurs espèces d'arbres et fruitiers. Ceci dans l'espoir de mettre en œuvre un vaste projet de reboisement et de promotion d'espaces verts. Au nombre des réalisations en cours, nous avons en étude pour diagnostic afin de la mise en œuvre d'un projet de suivi scolaire qui sera lancé pour la phase pilote à la rentrée prochaine. Ce programme vise à permettre aux parents d'élèves de mieux suivre le parcours scolaire de leurs enfants et de permettre de réduire le coût de renforcement des capacités de ces derniers. Vu nos objectifs cardinaux et les actions ici, les membres du conseil d'administration, dont je suis le premier responsable, nous sommes conscients qu'il y a une cohérence parfaite avec les objectifs et missions du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. La preuve, nous sommes présents à vos côtés et plusieurs de nos membres et partenaires dans nos zones d'intervention et d'ici
que sur tout le territoire national se manifestent et prouvent leur intérêt particulier dans les objectifs du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, section du Bénin, et qui sont prêts à rentrer dans ce mouvement pour des actions de grande envergure. En somme, nos actions cadrent parfaitement avec les missions régaliennes du mouvement. Notre organisation, dans son statut, est disponible à des collaborations et partenariats avec tout organisme et institution ayant les mêmes visions. Ainsi, vu qu'il n'y a aucun doute dans les actions de l'ONG, je vous confirme qu'un partenariat entre nos deux parties permettrait vraiment d'impacter d'une part la population à la base et serait vraiment un outil de développement pour le bonheur de nos populations. Dans un premier temps, ce partenariat va permettre la mobilisation en particulier des jeunes dans le but de les ouvrir des opportunités d'emploi et de production de richesses à l'échelle de la sous-région. Et dans un second temps, promouvoir les conditions de développement des gaps industriels en Afrique de l'Ouest. Selon le process tel que décrit dans les informations de connaissance pour notre adhésion au mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, nous nous réjouissons du bon déroulement de ce processus et cette matinée solennelle que nous vivons est le couronnement des efforts inlassables consentis par les membres fondateurs du mouvement de la section du Bénin et grâce au leadership du coordonnateur international ainsi que d'autres acteurs qui sont intervenus appartenant à des sections indépendantes qui ont pris part à cette séance. Cette fructueuse collaboration aura permis de boucler avec succès plusieurs projets ensemble. Qu'ils en soient félicités et remerciés. C'est le lieu de remercier tous les membres fondateurs qui ont cru en cette initiative toute salutaire en faveur de la jeunesse africaine et à travers une organisation panafricaine sous-régionale. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements à l'équipe du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, section du Bénin, avec les spécialités, chacun dans son domaine, qui ne ménage aucun effort pour faire de l'atteinte des objectifs. Vive l'entrepreneuriat jeune, vive la jeunesse béninoise, vive l'ONG Estras, vive le mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, section du Bénin. Je vous remercie. Le coordonnateur international du mouvement sahélo-guinéen, chers membres fondateurs de la cellule du Bénin, soyez les bienvenus à cette conférence qui a démarré depuis 10 heures. Nous voici à l'installation des membres du Présidium qui est composé de Madame Badovi, Madame Alassane et Monsieur Kiki. Merci. Mon baccalauréat au lycée Béhanzin, j'ai passé une année à l'université, on l'appelait l'UNB, l'Université nationale du Bénin, en maths physique, en MPPC, et j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études universitaires en Suisse. Ces études m'ont permis d'avoir un diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai poursuivi par une thèse en système énergétique. Ceci m'a ouvert une carrière universitaire. Je suis passé par toutes les étapes pour finir comme professeur en planification énergétique. Et je suis arrivé à ma retraite depuis le 1er août de cette année, où j'ai un titre de professeur honoraire. Donc, je suis un Béninois de la diaspora qui est resté à l'étranger pendant longtemps, mais qui a gardé un contact suivi avec l'Afrique
que ce soit au niveau de la présence qu'au niveau de la réflexion. En particulier, pour ce qui concerne la réflexion, j'ai commis un livre en 2005 intitulé « L'Afrique face à la mondialisation, construire l'Afrique de demain avec une éthique de dignité ». Et ce titre, en quelque sorte, vient du constat, de la constatation que je fais en regardant l'Afrique, en regardant l'esprit, y compris de plusieurs associations africaines, où on est perçu toujours comme étant les pauvres, ceux qui n'ont pas de ressources, ceux qui ne peuvent rien faire sans le soutien de l'extérieur. Et ce soutien, c'est essentiellement le financement. Quand on parle de projet dans nos pays, c'est d'abord la recherche de financement. Quand on veut proposer un projet, tant qu'il n'y a pas le schéma de financement, ce n'est pas considéré comme un projet. Et le financement, c'est toujours les autres. Ceci, chez moi, a une connotation un peu de manque de dignité. C'est un peu comme si, sans les autres, nous ne pouvons rien. Et cet esprit-là que l'on voit de l'extérieur, quand on regarde à l'intérieur, on constate le même esprit. Il y a une bonne partie de la population à laquelle on a fini par faire croire qu'elle ne peut pas se prendre en charge. Elle ne peut pas prendre en charge ses problèmes sans qu'il y ait des intervenants qui viennent soit du plus haut niveau de l'État, et quand ils ne viennent pas, on ne fait rien. Alors, j'ai constaté, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, que je le vis, j'ai constaté qu'il y a une sorte d'empêchement de prise d'initiative. Il y a une sorte... on a fini par faire croire aux gens finalement qu'ils sont dépossédés de leur futur. Voilà ce qui m'a inspiré pour ce premier livre, l'Afrique face à la mondialisation, et comment est-ce que nous pouvons penser une autre prise en charge de nos problèmes par nous-mêmes. Alors, déjà dans ce livre, j'en étais arrivé à la conclusion, dans le cas particulier de l'Afrique de l'Ouest, à la conclusion qu'il fallait agir pour reconfigurer l'Afrique de l'Ouest à partir des États qui existent, construits sur la base des États qui existent, mais reconfigurés pour être plus forts et pouvoir se prendre en charge. Avec comme arrière-plan l'industrialisation. Je reviendrai tout à l'heure sur le thème de l'industrialisation qui est essentiel dans la vision. Un deuxième livre que j'ai commis en 2012, qui portait plus particulièrement sur le franc CFA et qui avait pour titre « En finir avec le franc des colonies françaises d'Afrique ». Toujours dans la vision industrialisation, où le franc CFA constituait, de mon point de vue, un handicap si l'on cherche à s'industrialiser. Si on veut rester dans le statu quo, c'est pas forcément un handicap, puisque les prix de nos matières premières sont fixés par les marchés internationaux, ça ne pose pas de problème. Et dès lors que nous cherchons à nous industrialiser, dès lors que nous cherchons à vendre sur le marché international des produits qui peuvent être en compétition avec ceux qui sont produits par d'autres, un franc CFA qui est lié par une parité fixe à l'euro est une monnaie qui est trop forte. Donc, ceci nous empêche de nous industrialiser, ceci nous empêche d'être compétitifs en dehors de la zone euro. Donc, j'ai publié ce livre chez l'Harmattan en 2012 et avec le temps, on a vu que c'est un sujet qui est devenu vraiment, qui est revenu au premier plan pour ensuite
baisser en intensité, mais je suis sûr que cela reviendra. Dans ce livre, j'ai développé aussi l'idée de deuxième fédération en Afrique de l'Ouest. Parce que, contrairement au schéma qui était proposé par la CEDEAO d'avoir une monnaie commune pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, tout de suite, j'estimais que ce schéma n'était pas viable. Parce que le Nigeria, avec une économie qui est dominée par le pétrole, dépend beaucoup des fluctuations du prix du pétrole au niveau international. Et le Nigeria dévalue le naira lorsque le prix du pétrole baisse au niveau international. Donc, dans un premier temps, avoir une monnaie commune avec le Nigeria, c'est forcément avoir une monnaie instable. Donc, mon idée, c'était que l'écho soit réservé aux 14 autres pays. Ce serait déjà un progrès de passer de 6 devises à une seule devise et de conserver le naira pour le Nigeria dans un premier temps, en attendant que l'économie du Nigeria se diversifie et en attendant aussi que la deuxième fédération commence par s'industrialiser et on pourrait aller vers une convergence monétaire pour une seule monnaie. Donc voilà le schéma que j'ai décrit dans mon livre de 2012. Voilà, donc dans un premier temps, cela a été des réflexions. Et puis à un moment donné, je me suis dit que ces réflexions-là sont quand même destinées avant tout aux Africains. Et ce n'est pas sûr que ces livres-là sont lus. Ce n'est pas sûr que le message passe. Il faut aller au-delà du livre, au-delà d'écrit. Il faut s'engager pour pouvoir avoir une chance de contribuer au changement effectif des choses, parce que ce n'est pas de l'utopie. Ce qu'on propose n'est pas de l'utopie, même si l'utopie est quelque chose de positif, mais nous voulons réellement la concrétisation de cela. Il n'y a pas de raison que la Californie, qui est nettement moins peuplée que l'Afrique de l'Ouest, mais représente 4 fois le PIB de l'Afrique de l'Ouest, accepte de se mettre comme État fédéré, partie des États-Unis, et que nous autres, je ne sais pas par quel avantage supposé, nous pensions que il faut vraiment se développer chacun de son côté en se faisant compétition. Le port de Cotonou va compétir avec celui de Lomé. On a, disons, des programmes touristiques au Bénin, au Togo, qui sont les mêmes. Et puis, on pense qu'on va pouvoir, disons, s'en sortir de cette façon. Alors, ça, c'est un exemple typique, le Bénin, le Togo. C'est 2 pays jumeaux, les mêmes populations du sud au nord, qui nous empêchent de nous mettre ensemble. C'est en tout cas pas l'ancien colonisateur. Ça, c'est un prétexte que nous utilisons souvent. Donc, il y a une forme d'immobilisme dans notre intelligentsia, une sorte d'immobilisme dans nos élites, qui fait que on se contente de gérer ce que la colonisation nous a légué. Et ce que nous faisons, les efforts que nous faisons, c'est des efforts de bons gestionnaires, mais on ne cherche pas à bousculer les choses. Donc, voilà, donc il y a d'abord eu une ambition de contribuer avec d'autres à donner une chance pour que les choses bougent dans le futur. Dans le futur, cela peut être après nous. Dans le futur, c'est surtout les nouvelles générations. Parce que les personnes de ma génération à qui j'exposais ces idées, ils m'écoutaient poliment. Ils m'écoutent poliment. Ils approuvent ce que je dis. Mais ça s'arrête là.
pas d'engagement parce qu'ils estiment que c'est beaucoup d'énergie et que pour le peu de temps qu'il leur reste à vivre, ça leur rapporte rien. J'ai eu une écoute beaucoup plus engageante chez les jeunes. Je suis arrivé ici il y a une année, au mois de juillet puis au mois d'août, et j'ai donné 2 conférences à l'UAC, et j'ai senti un engagement au niveau, disons, des jeunes étudiants. Et c'est avec les jeunes étudiants que j'ai commencé à construire quelque chose. Et je me suis rendu compte que la dynamique n'était pas très forte au niveau de ces étudiants. Donc, ils étaient volontaires, mais dans le faire, il y avait des difficultés. Donc, on a relancé la dynamique en ouvrant à d'autres. Donc, c'est comme ça que les choses sont parties. Mais, quelles sont les raisons qui nous poussent à vouloir créer un mouvement de fédéralistes sahélo-guinéens? La principale raison, c'est la situation des jeunes sans emploi. Nous sommes ici dans une zone du monde, l'Afrique de l'Ouest, où le taux de croissance démographique est l'un des plus élevés au monde, autour de 3% par an. Alors, Bibiane nous a expliqué tout à l'heure que l'Afrique de l'Ouest, c'était 20% de plus en population que les États-Unis aujourd'hui. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que dans 30 ans, l'Afrique de l'Ouest aura le double de la population des États-Unis. Le double. Vous voyez que c'est une dynamique, c'est une poussée démographique. Et aujourd'hui déjà, il y a des problèmes de manque d'emploi des jeunes. Comment faire pour que la crise que nous avons déjà aujourd'hui, avec des jeunes qui se noient dans la Méditerranée, ce qui constitue un scandale, comment faire pour avoir un sursaut, pour pouvoir trouver des solutions? Ces solutions passent forcément par l'industrialisation. L'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest est une économie où domine le secteur primaire, l'agriculture, et le secteur tertiaire. C'est une économie qui n'est pas suffisamment intensive en emploi. On compte que pour pouvoir faire face aux défis que nous avons en matière d'emploi, il faudrait un taux de croissance à 2 chiffres. Nous en sommes loin. Et ce taux de croissance ne suffirait même pas. Il faut changer également la composition de la croissance. Il faut avoir un secteur secondaire qui ait un poids plus important, ce qui signifie s'industrialiser. Alors, s'industrialiser, le Nigeria essaie de le faire. Parce que le Nigeria a un marché de taille critique pour pouvoir le faire. Mais les 14 autres pays, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'industrialiser? Ils ont des marchés qui sont trop étroits. Donc, il faut qu'ils se mettent ensemble. Ils ont essayé de se mettre ensemble en créant l'UMOA, les anciens pays colonisés par la France, ils ont créé l'UMOA. Et puis, il y a eu la CEDEAO. Mais la CEDEAO, qui a été créée en 1975, en 47 ans de vie, quand on fait le bilan aujourd'hui, il n'y a que 13% de commerce régional. 13%. C'est-à-dire que chaque État est resté dans l'ancien paradigme, avec des échanges avec les pays industrialisés, chacun de son côté, et le commerce régional, les échanges au niveau régional, on ne s'en occupe pas. Donc, ces unions économiques et monétaires ne sont pas une solution si nous essayons de nous industrialiser. Donc, il y a nécessité à changer de braquet compte tenu de l'intensité des besoins. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons préconisé une confédéralisation de l'Afrique de l'Ouest. Alors, on pourrait se dire, le Nigeria est là, c'est une fédération de 36 États,
pourquoi est-ce que les autres 14 États ne se mettent pas avec le Nigeria? Ça aurait été une utopie inaccessible. Parce que le Nigeria est une fédération unitaire, c'est une fédération centralisée. Ça signifie que l'État fédéral a la souveraineté sur toutes les ressources naturelles du pays. Jamais les autres pays n'accepteraient qu'un État fédéral vienne se dire souverain de leurs propres ressources naturelles. Donc, c'est la raison pour laquelle le schéma qui a été proposé, c'est nous avons le Nigeria avec ses 36 États fédérés. Il faut une deuxième fédération d'un autre type, une fédération décentralisée où chaque État garde la souveraineté sur ses ressources naturelles. Et puis, on fait une confédération avec les deux fédérations. Et cette confédération va remplacer la CEDEAO. Et tant que la confédération n'est pas créée, la CEDEAO continue. Avec une transition de la CEDEAO au travers de réformes vers ce que nous souhaitons. Voilà un peu le schéma, voilà la genèse, où nous en sommes. Vous convenez que pour arriver à créer cette confédération, il faudra beaucoup d'efforts. Il ne faudra pas simplement faire des discours, il faudra convaincre. Et il n'y a pas besoin d'attendre que la confédération se crée avant d'initier des projets qui vont dans le sens du brassage de la population, qui vont dans le sens de création, disons, de chaînes de valeur au niveau régional pour modifier un peu le schéma d'économie d'import-export que nous avons aujourd'hui. Donc, voilà ce que nous essayons de faire au travers du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. Porter cette vision, faire de sorte à ce qu'on lui donne une chance, parce que sans vous, sans les membres des sections, on ne pourra pas aboutir à une concrétisation de cette vision. La section béninoise est la première section. C'est la section qui va donner le là et qui va permettre aussi de concrétiser cette idée de mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. On va la concrétiser à travers nos actions, plus qu'à travers nos paroles. Et nos paroles doivent permettre de guider les actions. Et les actions doivent permettre d'illustrer les paroles de façon à être le plus convaincant possible. Alors, ceux qui entendent parler de mouvement peuvent penser qu'il s'agit de politique partisane. Donc, je dois préciser qu'il s'agit d'un mouvement associatif. Et puis on m'a posé la question avant-hier, on dit oui, mais vous mettez en place une association alors qu'il s'agit d'un problème éminemment politique. Oui, il s'agit d'un problème éminemment politique, mais de politique non partisane. Donc, notre association n'est pas apolitique. Elle n'est simplement pas un parti politique. Elle n'est pas une association de type partisan. Ça signifie que nos membres peuvent avoir leur obédience politique. C'est leur problème personnel. Le mouvement ne prend parti ni l'un pour l'autre. Le mouvement est ouvert pour parler à tous les partis politiques, pour parler à tous les milieux, au milieu économique, à tous les secteurs de la société. C'est un mouvement c'est un mouvement de masse. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas d'un mouvement élitiste. C'est vrai que ça commence avec l'élite, mais ça doit également inclure, y compris les populations qui sont analphabètes, parce que c'est l'affaire de nous tous. Donc, voilà ce que nous cherchons à faire avec ce mouvement. Nous voulons avoir une approche bottom-up qui puisse être éventuellement complétée par une approche top-down. Parce que ce que nous préconisons là, supposez que l'UMOA se réforme et devienne un peu plus autonome, dépende un peu moins de la France, et que l'UMOA accueille le Ghana. Le jeu est fait.
Ben, les autres pays qui restent, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone, ce serait facile de les accueillir. Ça, c'est ce que j'appellerais une approche top-down. Donc, nous allons essayer d'utiliser les deux approches. L'approche bottom-up, qui va pousser depuis le bas, et puis l'approche top-down, qui va convaincre des pays comme le Ghana que ça vaut la peine de rejoindre l'UMOA si l'UMOA essaye de faire un progrès à ce niveau pour devenir plus autonome. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une utopie, il s'agit de quelque chose qui peut réellement se réaliser avec une intelligence collective, avec une culture, ce que j'appelle moi une culture du faire, c'est-à-dire se défaire de la culture uniquement de la parole, mais essayer de s'engager au travers des actions structurantes. Je suis convaincu que nous allons y arriver. Pendant combien de temps? Je n'en sais rien. Il n'est pas nécessaire de se fixer, disons, une échéance avant de déployer un engagement convaincu. Et plus nous serons convaincus, plus nous serons à la tâche et plus nous allons nous donner la chance que cette vision se concrétise dans l'intérêt de nous tous, dans l'intérêt de nos enfants, de nos petits-enfants. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous avons accepté que nos pays vont rester des marchés pour les autres. Dans un premier temps, pour la France, pour l'Union européenne, pour les États-Unis, aujourd'hui pour la Chine. Hein, et puis également, nous allons accepter que nous soyons dépecés avec des groupes de trafiquants sous la dénomination de djihadisme, où on essaye, disons, compte tenu des enjeux de ressources naturelles qu'il y a dans notre région, si nous ne nous mettons pas ensemble et que nous cultivons l'illusion que c'est la France ou la Russie ou d'autres qui viendront nous défendre, ce serait donc faire la politique de l'autruche. Donc c'est le moment de se réveiller, de se mettre ensemble et de construire quelque chose par nous-mêmes. Nos États ont été construits par d'autres. Et nous avons développé ensuite un nationalisme autour de ces États. Ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons la chance de construire par nous-mêmes des formations qui soient beaucoup plus solides, des formations par lesquelles nous nous réconcilions aussi avec notre histoire. Prenez le peuplement que nous avons actuellement et vous constaterez que ce soit le peuplement à Diafon, que ce soit avec les Bariba, par exemple, au nord, vous trouverez à l'origine des Yoruba. Les Adjafon ne se rendent pas souvent compte, puisqu'on leur dit que leur origine, c'est le royaume de Tado, présentement au Togo. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que le royaume de Tado a été fondé par un Yoruba. Vous voyez? Donc, recréons des ensembles qui soient cohérents avec notre histoire. Il ne s'agit pas de déposséder les États créés par la colonisation, mais il s'agit d'en faire des briques pour reconstituer des ensembles cohérents qui nous ressemblent davantage. Voilà, je vous remercie de contribuer à la concrétisation de cette vision et c'est ensemble qu'on pourra réussir. Merci beaucoup. On vous a demandé aux participants deux projets phares, à savoir la conception d'une chanson en langue locale traduisant l'idéologie du MFSG et l'animation de conférences périodiques sur des thématiques d'intérêt. Donc, il y aura
on va essayer d'identifier des artistes, qui interviennent, qui excellent dans nos cultures, dans nos chansons traditionnelles, dans nos langues. On va les identifier et qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de leur donner l'idéologie du mouvement. Et ils vont traduire l'idéologie dans la langue traditionnelle et en chanson, avec une danse. Et on va le faire chaque année, c'est-à-dire par année, par an, on va choisir, on va identifier un artiste qui va faire sa chanson et qui va faire la promotion du mouvement dans la chanson. Et en même temps, dans cette année, le deuxième projet de ce programme, on va identifier un public cible. On peut commencer par les étudiants. Et on aura une thématique en rapport avec les objectifs du mouvement. Et on va animer une conférence uniquement pour les étudiants cette année-là. L'année qui va suivre, puisque nous avons parlé d'un plan d'action triennal, donc on a 2023, 2024, 2025. Donc en 2023, on va identifier un artiste et un public pour la conférence. En 2024, on va répéter la même chose et en 2025, on va répéter la même chose. C'est le contenu de ce premier programme intitulé La promotion et le développement du mouvement. Le principe du programme, on l'a dit, population maîtrisant peu ou pas le français, des chanteuses et chanteurs en langue nationale et locale, les étudiants et étudiantes, les universitaires et enseignantes, jeunes avocats, avocates et juristes, commerçants, commerçantes, entreprises, syndicalistes et politiques. Donc j'ai déjà essayé de faire le résumé des deux projets. Le financement, les partenaires ici, on a les partenaires techniques du projet. Les membres du bureau se chargeront d'organiser cette conférence périodique. Les organes de presse seront associés à cette activité. Le financement, ce projet sera financé sur les ressources propres du MFSG. Voilà ce que nous pouvons dire, nous pouvons dire du programme numéro 1. Vos préoccupations, vos apports sont attendus à la fin. On va tout présenter d'abord et là, vous allez donner vos apports et vos préoccupations. Et je crois que toute l'équipe qui a travaillé est disponible pour répondre, pour apporter des clarifications à toutes vos préoccupations. Alors, nous allons aborder le deuxième programme. Le deuxième programme, c'est le programme de la mobilité régionale. Et là, nous aurons beaucoup plus à dire pour vous aider à mieux comprendre. Alors, pour parvenir à unir les populations de l'Afrique de l'Ouest autour d'idéaux de paix, de prospérité et d'épanouissement, il faut développer la mobilité régionale dans tous les domaines. Il est notoire que le protocole de libre circulation des personnes et des biens conclu par les États membres de la CEDEAO n'est pas respecté par les pays. Mais il est plus difficile d'en identifier les causes car elles sont multiples. Celles qui sont souvent avancées sont la corruption et la prévarication. Alors, c'est face à tout cela que, ici, la vision du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, MFSG, est au contraire de supprimer les frontières intérieures et de renforcer les frontières extérieures en mutualisant la sécurité collective par la mise en place d'une armée fédérale en étroite coopération avec le Nigeria. Mais au-delà des actions pour lever les obstacles à la mobilité, le MFSG veut promouvoir des mesures positives visant à encourager le brassage des citoyennes et des citoyens de notre région. C'est la raison pour laquelle le MFSG Bénin, première section du MFSG, a avoir été mise en place
a choisi pour son premier plan d'action triennal et son programme de mobilité régionale de s'orienter vers un projet de mobilité des apprenants. Donc ce sera ici, le projet sera beaucoup plus axé sur les apprenants. Nous avons les publics cibles ici, les pouvoirs publics, les étudiants, les étudiantes, les apprentis, les universitaires et les enseignants et enseignantes. Alors, le résumé du projet. Le projet, on l'a intitulé « Mobilité des apprenants de l'Afrique de l'Ouest », MAAO, M-A-A-O. Alors, le résumé, à notre connaissance, aucun programme de mobilité régionale des apprenants n'existe à ce jour, alors que les jeunes souffrent de l'étroitesse de leur champ relationnel. Après leur formation, ils sont donc confrontés au manque chronique d'opportunités d'emploi qualifiées. Ce manque provient aussi d'importantes lacunes de l'accès à ces informations malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics. Il n'est pas besoin d'être très imaginatif pour trouver des solutions à cette situation. Il suffit de nous inspirer d'expériences existantes sous d'autres cieux et de les transposer dans notre environnement régional. Donc le projet consistera simplement à identifier des élèves, des apprenants et à essayer de faire le brassage entre ces apprenants, les apprenants du Bénin et d'autres pays. Donc, surtout ici, nous allons nous axer sur les apprenants du secondaire parce que nous savons que, au niveau du supérieur, le projet existe, ça se passe. Mais au niveau du secondaire et au niveau des apprentis surtout, ça n'existe pratiquement pas. Donc ici, le mouvement veut essayer de résoudre ce problème qui existe au niveau de la mobilité des apprenants de la sous-région au niveau secondaire. Alors, les objectifs du projet. Le premier objectif est de contribuer au décloisonnement relationnel des jeunes. Le deuxième objectif, c'est de favoriser le brassage des populations d'apprenants à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Troisième objectif, permettre à terme la mobilité professionnelle dans la région. Et le dernier objectif, c'est de développer aussi bien la mobilité physique que numérique dans l'éducation et la formation. Les partenaires de ce projet. Pour la réalisation de ce projet, nous établirons des partenariats avec des fondations et d'autres partenaires. Un autre type de partenaire potentiel serait le monde associatif, en particulier chez les apprenants. Alors, comment le projet va se dérouler? Ça, tout comme dans tous les programmes, c'est un projet à 3 phases. Et la phase 1 du projet consistera en une étude systématique de la situation des apprenants d'une part et des adultes en emploi qualifié de l'autre. Dans cette phase, un état des lieux sera réalisé sur le recours à la mobilité régionale, qu'elle soit physique ou numérique. Cette phase, prévue pour 2023, devrait permettre d'établir les besoins en infrastructure et en matière de règlement pour favoriser la mobilité régionale au Bénin. La première phase, toujours, mettra en évidence les insuffisances d'informations au sujet des pays frères pour une mise en œuvre effective de la mobilité régionale des apprenants. Il s'agira alors de combler en 2024 ce manque en investiguant la situation dans un nombre limité de pays frères, à savoir le Togo, le Nigeria, le Ghana. Cette phase permettra de concevoir une phase pilote. Donc, dans la première année, en 2023, on va faire une identification et des besoins
des besoins en infrastructure, des apprenants concernés. Et au niveau de la deuxième année, en 2024, nous allons essayer de résoudre le problème des insuffisances que nous aurons à identifier en 2023. Et en 2025, la phase pilote va commencer. Donc cette troisième phase consistera à expérimenter les leçons apprises des 2 premières phases. Il s'agira de mettre en place et de réaliser un projet pilote d'apprenants entre le Bénin et les pays étudiés dans la deuxième phase. Les leçons apprises au thème de cette phase permettront de faire le plaidoyer nécessaire auprès des pouvoirs publics au Bénin et dans la région pour la généralisation de cette expérience. Donc, la troisième phase, comme on l'a intitulé, c'est la phase pilote. Et c'est après cela maintenant qu'on va voir, et avec les pouvoirs publics, comment étendre le projet dans les autres pays de la sous-région. Et le budget ici de ce projet sera établi au plus tard le 30 novembre. Pour ce faire, il sera nécessaire de recourir au travail d'assistants rémunérés sur la base d'un cahier des charges précis. Ça, c'est la fin. Nous sommes à la fin du deuxième programme. Nous allons entamer le troisième programme. C'est le programme de l'éducation, formation, entrepreneuriat. Les publics cibles ici, c'est toujours les pouvoirs publics, les entreprises, les étudiants, les universitaires et les enseignantes, plus les apprentis. Le titre ici, c'est « Formation au commerce en ligne ». Le titre du projet, nous voulons axer notre intervention ici sur la formation au commerce en ligne. Résumé du projet, le projet, on a fait son acronyme, c'est le FACEL, Formation au commerce en ligne. Donc, afin de participer à la réduction du chômage, le présent projet vise à former les jeunes diplômés, étudiants et tout aspirant à la création de richesses en les initiant aux spécificités du commerce en ligne. Le contexte du projet. La formation des e-commerçants aborde la gestion d'une boutique d'articles variés sur Internet. Celle-ci s'adresse spécifiquement aux futurs gérants et responsables du commerce. Au cours de notre formation, nous aborderons les notions de base de la vente à distance, les spécificités liées à la vente en ligne, ainsi que toutes les facettes relatives à la création d'une entreprise de vente à distance au sens large. Alors, nous aborderons également la présentation des produits, le processus de commande, les moyens de paiement, tout ce qui concerne au fait le commerce en ligne sera abordé dans ce programme-là. Pour terminer, un approfondissement du contexte législatif est un préalable indispensable au démarrage de tout projet. Les objectifs du projet. Premier objectif, c'est de permettre aux apprenants de développer une double compétence en management et technologie. Deuxième objectif, c'est de préparer aux nouveaux métiers intégrant le digital. Et le dernier objectif, c'est de former des compétences capables de développer des stratégies innovantes dans le monde des affaires. Donc, comme vous l'aurez déjà compris, c'est comment utiliser tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce que nous avons comme Internet aujourd'hui pour gagner de l'argent. Et c'est ça, c'est ce que nous voulons faire dans ce troisième programme. Les partenaires restent à identifier. Comment ça va se dérouler, le déroulement du projet FACEL? Le projet comprend 3 phases principales. La phase numéro 1, en 2023, consiste à élaborer la formation en ligne. Donc, nous allons faire l'élaboration, le programme de la formation en ligne l'année prochaine. La phase 2, en 2024, il s'agira ici de recruter les apprenants
de faire la formation à distance sur des plateformes digitales, de faire le coaching périodique. Donc, ces apprenants seront suivis, formation périodique en présentiel. La formation sera en ligne, mais des fois, en 2024, déjà, nous allons commencer par... Nous pouvons faire 2 ou 3 fois la formation en présentiel. Ça dépendra des stratégies que nous aurons à mettre en œuvre. Et la phase 3, en 2025, ce sera le suivi après la formation des projets des apprenants. Donc, les apprenants qui vont se faire former en 2024 auront des projets et ces projets-là, nous allons essayer de suivre cela avec eux déjà à partir de 2025. Pour le moment, il est difficile dans cette phase d'estimer les coûts du projet. Là, nous abordons le budget et le financement du projet FACET. Cependant, la formation sera à un prix forfaitaire pour les membres du MFSG Bénin car sera subventionné par le MFSG Bénin. Les 2 premières phases seront réalisées et supervisées par la présidente du bureau exécutif du mouvement et d'autres experts et partenaires à identifier. Donc, je vous dis que les 2 premières phases 2022, 2020, 2023, 2024 seront réalisées et seront faites sur la supervision de la présidente que nous avons en ligne. Elle nous suit en ligne. Donc ça, nous sommes à la fin du programme 3. Nous allons aborder le programme 4, le programme du réseautage et chaîne de valeur régionale. Les publics cibles de ce programme sont, il y a l'alimentation, l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, l'informatique soft, la réseautique, confection et industrie vestimentaire. Mais je vous dis tout de suite que nous voulons, ce programme-là, c'est vrai que nous avons 5 publics cibles, mais c'est le dernier, confection et industrie vestimentaire, que nous allons considérer pour ce mandat triennal de 3 ans. Et le titre du projet ici est intitulé Industrie vestimentaire en Afrique de l'Ouest, IVAO. Donc, dès que nous allons parler de l'IVAO, sachez que c'est le 4e programme du bureau du plan d'action triennal. Le résumé de ce projet, le développement de chaînes de valeur régionales constitue un des principaux piliers du concept d'industrialisation promu par le MFSG. Pour le premier mandat du comité directeur, nous proposons un projet qui s'appuie sur une chaîne de valeur qui pourrait aussi servir de support de communication, à savoir l'industrie vestimentaire. S'il est courant de voir des Africains de l'Ouest s'habiller avec des tenues locales, il n'y a cependant pas encore, à notre connaissance, une véritable industrie vestimentaire made in West Africa à l'échelle de la région. Le projet IVAO cherche à contribuer à l'émergence d'une telle industrie. Je crois que le coordonnateur a abordé cet aspect-là brièvement dans la présentation de la genèse du mouvement. Le contexte ici, il s'agit de la chaîne de valeur de l'industrie vestimentaire est très diversifiée. Elle comprend notamment la culture de fibres textiles telles que le coton, l'égrenage, le tirage, le tissage, la teinture, le finissage, la confection et vêtements et la logistique. Donc nous comprenons, si nous allons nous résumer, c'est que en Afrique, nous produisons le coton. Et ce coton, nous vendons ce coton-là brut aux pays développés. Mais ici, l'objectif ici, il s'agit d'utiliser nos productions. Nous allons essayer de les transformer ici même chez nous et puis de confectionner. Et cela nécessite obligatoirement
ça passe obligatoirement par l'industrialisation. Donc, les objectifs du projet, c'est de contribuer au développement des chaînes de valeur régionales de l'industrie vestimentaire en Afrique de l'Ouest, promouvoir le port de vêtements confectionnés en Afrique de l'Ouest en lieu et place des vêtements de seconde main dénommés friperies. Et le dernier objectif, c'est de contribuer à la création d'emplois qualifiés dans le secteur de l'industrie vestimentaire dans notre région. Donc c'est un projet, si ça prend, ce serait très bien. Et nous avons l'obligation de tout faire pour que ce projet-là marche, parce que là, nous aurons à produire, à confectionner nos habits ici au lieu de porter ou bien d'acheter, de porter des vêtements de seconde main venus d'ailleurs. Les partenaires de ce projet reste pour le moment au niveau des idées générales. La recherche de partenaires n'a pas encore démarré. Maintenant, on va voir dans le déroulement du projet. Le projet comprend, comme tous les autres projets, 3 phases principales. En 2023, la première phase, il s'agira de faire l'étude au travers de la littérature et de la recherche, action des chaînes de valeur de l'industrie vestimentaire en Afrique de l'Ouest. Création d'un outil sur le réseau social de MFSG Afrique pour réaliser un réseautage des acteurs du secteur. Donc, on va essayer d'identifier dans tous les pays membres tous ceux-là qui s'occupent déjà du vestimentaire dans nos pays, dans les différents pays. En 2024, la deuxième phase consistera à consolider la base d'informations mise en place en 2023 pour analyser les conditions concrètes d'incitation à la mise en place de grappes industrielles de dimension régionale en Afrique de l'Ouest, tissu industriel fait d'interaction entre des entreprises de grande taille et de taille moyenne à petite et offrant une plus grande résilience aux conditions internationales fluctuantes. Et la dernière phase de ce projet, en 2025, c'est une analyse plus particulière des conditions à réunir au plan logistique pour la concrétisation de la vision. Organisation d'un séminaire avec les principaux acteurs de l'Afrique de l'Ouest avec comme objectif d'inciter certaines entreprises qui offrent des complémentarités à se mettre ensemble. Donc ça, c'est la troisième phase du projet. Alors, le budget et le financement du projet IVAO. Il est impossible, dans cette phase, d'évaluer les coûts du projet. Les 2 premières phases feront appel à des travaux d'étudiants auxquels le MFSG Bénin contribuera à l'encadrement. Dans la 3e phase, on aura recours à un partenariat avec les entreprises du secteur en Afrique de l'Ouest. Un groupe ad hoc sera constitué pour gérer ce projet. Nous sommes à la fin du 4e projet, du 4e programme, et nous allons aborder rapidement le dernier programme intitulé « Impulsion d'activités économiques, cycle court et solidaire ». Les publics cibles de ce programme, les produits agricoles, le maraîchage et les produits alimentaires. Le titre du projet, c'est « Jeunes Action Impulsion ». JAIM. J-A-I-M, JAIM. Résumé du projet. Parmi les nombreux jeunes déscolarisés et sans emploi vivant dans les zones périurbaines, certains peuvent être initiés à la production maraîchère par une approche nouvelle qui vise à faire de ces apprenants de futurs encadreurs pour d'autres jeunes en vue de faire boule de neige. C'est le but du présent projet. Le contexte du projet, et après nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que la boule de neige. Donc le contexte du projet, le maraîchage s'est considérablement développé au cours des dernières années pour plusieurs raisons. Amélioration de la nutrition des populations, contribution
à l'autosuffisance alimentaire, amélioration des revenus en favorisant des activités sociales, collectives, en particulier pour certains groupes sociaux. Pendant les 3 ans du présent plan d'action, 3 sites ABC seront développés. Les objectifs du projet GEM: faire la promotion du maraîchage et surtout de la production bio, favoriser l'insertion des jeunes déscolarisés, mettre en place des sites de maraîchage modernes, promouvoir la consommation des produits locaux et enfin créer des emplois pour une population cible de jeunes déscolarisés. Donc, nous comprenons déjà qu'il s'agira d'essayer d'intéresser beaucoup plus les jeunes déscolarisés, ces élèves qui ont abandonné les classes et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc le MFSG va essayer de les intéresser, de les former et de les intéresser, d'investir dans la production des produits maraîchers ici. Les partenaires du projet GEM sont déjà identifiés. Le MFSG, section Bénin, assumera la responsabilité stratégique du projet. L'ONG Estras, Entente pour la solidarité, le développement réel et des actions sociales, dont nous avons eu tout à l'heure de voir le président du conseil d'administration avec nous, dont le siège est à Lokossa, en assumera la responsabilité opérationnelle. La CBS, Communauté des Béninois des Béninoises et Béninois de Suisse, contribuera au financement. Le déroulement du projet GEM. Le projet se déroulera en 3 phases sur 3 sites ici ABC. En 2023, la phase numéro 1, dans un premier temps, 3 jeunes déscolarisés ayant un peu d'expérience dans le domaine du maraîchage que nous allons accompagner pour la mise en place des sites de maraîchage seront choisis. Ensuite, chacun encadrera 2 autres jeunes, soit 6 autres jeunes déscolarisés qui vont se faire former auprès des premiers. Donc, on va identifier 3 jeunes qui sont déjà expérimentés et à chacun des 3, on va confier 2 jeunes qu'ils vont former. Donc, ça fait en tout 6 que les 3 vont former. Quels produits maraîchers sont visés? Donc, les produits maraîchers que nous avons visés, des légumes bio demandés par la population urbaine. Ils sont entre autres carottes, choux, laitues, piments. Ces légumes seront caractérisés par une quantité supérieure. Cette initiative ne s'intéressera qu'à la production bio. Contrairement aux légumes qu'on a la plupart du temps sur le marché, nos légumes auront un bon goût. Alors, quel est le cycle végétatif de chaque produit? Nous l'avons dans le document, on a fait cette étude pour qu'on puisse mieux comprendre et voir les objectifs, les résultats attendus. Donc, nous avons ça dans le document. Mais pour la mise en œuvre, il faudra dans un premier temps trouver un domaine d'une superficie d'1,5 hectare à raison de 2 hectares pour chacun des 3 jeunes. Pour la sécurisation du domaine, nous allons faire un bail sur 5 ans avec paiement annuel. Nous allons par la suite faire un puits afin d'assurer la disponibilité de l'eau qui est important pour la réussite du projet. Les investissements initiaux comprennent l'achat de petits outillages pour l'exploitation. Il s'agit de arrosoirs, bottes, brouettes de jardin, d'abats, grands râteaux, roues, pelles, pioches, manchettes, couteaux et plastique. Il faudra ensuite acheter des matières premières, semences et de l'engrais organique auprès des éleveurs de la région.
En ce qui concerne l'encadrement technique, l'ONG Estras ayant déjà des animateurs dans les zones, il sera affecté un animateur pour le suivi appui conseil avec un planning bien défini assorti de rapports périodiques. Alors, c'est quoi l'effet boule de neige? Au démarrage, les 3 premiers jeunes produiront pendant 6 mois avec les moyens de bord et avec l'appui de la main-d'œuvre des femmes de la localité et commenceront la commercialisation dans cette première période. Ensuite, 6 autres jeunes déscolarisés n'ayant pas forcément de l'expérience dans le domaine seront sélectionnés et se feront former auprès des premiers jeunes pour une période de 6 mois. Pendant cette période d'1 an au total, il faudra entamer à petite échelle la modernisation du site pour améliorer le rendement dans le temps. Deuxième phase, en 2024, le modèle du site A sera répliqué sur un site B qui sera identifié dans une autre commune. Le retour d'expérience du site A sera mis à profit. Dans cette phase, le travail avec le site A sera en priorité l'optimisation de la commercialisation. Et la dernière phase de ce projet, le projet sera répliqué maintenant en 2025 sur un site C qui sera identifié en 2024. La troisième phase mettra l'accent sur la modernisation des sites et en particulier la gestion de l'eau et la valorisation des résidus végétaux en vue de la production d'engrais organiques. Au terme des 3 phases, les 3 sites seront mis ensemble dans la Société fédérale du maraîchage, SFM, dont la raison sociale, coopérative, SARL ou autre sera précisée le moment venu. La SFM essaimera non seulement au Bénin, mais dans d'autres pays de la sous-région. Le budget et le financement de ce projet, du projet GEM. Pour la mise en œuvre du projet GEM, il est prévu un accompagnement de chaque jeune d'un montant de 200 000 francs CFA, soit un coût total de démarrage de 600 000 francs CFA pour la première étape de 2023. Dans ce montant, les dépenses de démarrage, location domaine, réalisation du puits, achat des outillages, semences et engrais organiques et réserver une partie pour la main-d'œuvre des bénéficiaires et les ouvriers occasionnels pour l'exploitation. Vous m'excusez, je ne comprends pas fort malgré que je suis au sud. Donc même quand je vois les chansons font à la télé ou bien sur mon téléphone, sur TikTok, peu importe, même quand j'essaie, je ne sais pas ce qu'ils disent, donc je zappe dessus. Donc il ne faudrait pas qu'on choisisse une langue et les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire parce que tout le monde n'est pas censé parler la même langue locale. Du coup, quelle que soit celle qu'on choisira, c'est mieux quand le français domine, même si on veut faire la promotion dans la langue locale, que ça soit sous-titré. Au moins, beaucoup verront de quoi il s'agit. Donc, que ça soit sous-titré en français, quelle que soit la langue choisie. Merci. L'idée n'est pas de faire l'un ou l'autre, c'est de faire les deux. Donc, et de le faire avec le temps dans plusieurs langues. On ne va pas le faire seulement en français. On va le faire dans plusieurs langues. Ça va être représentatif. Tout n'est pas concentré à Cotonou. Et je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un programme où, dans le temps, vous allez installer des représentants du bureau directeur dans les zones, d'autant plus que vous aurez à faire des conférences publiques. Si vous devez aller faire des conférences publiques à Parakou, est-ce que c'est le bureau qui va se déplacer ou il y aura un représentant là-bas qui va quand même faire un travail préparatoire par rapport à la mobilisation? Je pense que ça devait faire partie du premier programme. Merci beaucoup.
seul national qu'au niveau local. Donc la structure va couvrir l'ensemble du pays. Je pense que ceci répond à vos préoccupations. Donc, une des missions du comité directeur, ça va être de définir en quelque sorte la typologie spatiale de cette structuration à l'intérieur du pays. J'aimerais demander si ce qu'on veut faire, la promotion va tenir compte de nos valeurs communes. Parce que, si je ne me trompe pas, il y a le Nigeria, il y a les 14 autres pays. J'aimerais savoir quel écho cela a eu auprès de notre voisin nigérien. Quel écho votre idée aussi louable, quel écho cela a eu auprès du Nigeria et des autres États, parce que je n'ai rien entendu à propos de cela. Et à part cela, j'aimerais ajouter que souvent nous avons de bonnes idées, et c'est une idée louable et c'est très bien. Mais parfois, il y a de petites pratiques que nous avons déjà ici chez nous, au pays, même dans d'autres pays africains, qui lentement tuent nos idées, tuent les efforts que nous faisons pour faire grandir ce que nous avons ensemble. Est-ce que vous y avez pensé? Et si possible, j'aimerais demander quelle autre alternative, vous avez prévu pour remédier à cela, pour pallier aux ralentisseurs, aux leviers qui vont ralentir nos mouvements. Merci beaucoup. Considérant que la maîtrise des langues locales est indispensable pour l'enrichissement de nos cultures, considérant que l'apprentissage des langues dans nos pays doit être inclusif et favoriser l'ouverture à l'altérité. 1. Réaffirmons la fonction primordiale de l'éducation et de la formation pour l'épanouissement des populations d'Afrique de l'Ouest. 2. Estime qu'il est nécessaire d'augmenter les ressources nationales attribuées à l'éducation et à la formation à la hauteur de 20% des dépenses publiques annuelles au minimum. 3. Faire valoir que l'anglais doit être promu dans le système éducatif des pays ayant le français comme langue administrative avec un statut égal au français. 4. Affirme que la promotion de l'anglais dans ces pays peut être organisée tout en maintenant des relations de respect mutuel avec les institutions de la francophonie. 5. Préconise à nos États de prioriser dans les stratégies d'alphabétisation des adultes l'utilisation des langues locales et de l'anglais avec une vision régionale et nationale. Les populations de l'Afrique de l'Ouest doivent construire ensemble une société apprenante, avide de savoir culturel, local et universel. À court terme, chaque pays ouest-africain doit consacrer des ressources financières sans cesse croissantes à l'apprentissage des langues, développer le multilinguisme dans toutes les sphères de la vie sociale, favoriser l'usage de l'anglais dans les transactions commerciales au même titre que le français, éviter de signer tout accord en partenariat culturel qui pourrait constituer un obstacle à l'harmonisation des systèmes éducatifs et de formation en Afrique de l'Ouest et maintenir certains de nos pays dans des relations exclusives avec l'ancienne puissance coloniale. Nos pays doivent bâtir ensemble un espace culturel régional qui se conjuguera avec l'espace socio-économique commun pour faciliter la mobilité professionnelle et sociale. Je vous remercie.
Merci de Madame Hassan. Je voudrais demander aux participants. L'Assemblée générale du MFSG Bénin, vu l'impasse économique dans laquelle se trouvent nos micro-États, vu l'importance des besoins socio-économiques des populations de la région, vu que ces besoins iront en augmentant étant donné la poussée démographique en Afrique de l'Ouest, vu que les impératifs mondiaux de développement durable qui impliquent la lutte contre le dérèglement climatique et se traduisent par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, impacteront la valeur à moyen terme de certaines de nos ressources naturelles. Vu que l'industrialisation est unanimement reconnue comme la stratégie de développement économique qui favorise le mieux la création d'emplois qualifiés et la rétention dans nos pays d'une part significative de la valeur ajoutée, considérant que la mise en œuvre d'une politique industrielle commune dans le cadre de la CEDEAO n'a pas connu le succès escompté par nos sociétés, considérant que le Nigeria montre l'exemple en s'appuyant sur son marché intérieur pour s'industrialiser, considérant que les autres micro-États ne peuvent pas suivre son exemple, compte tenu de l'étroitesse de leur marché intérieur, considérant que le modèle économique suivi par ces micro-États, qui consiste à une intégration dans les chaînes de valeur mondiale au travers de produits à faible valeur ajoutée, est très vulnérable au changement de l'environnement international, considérant que même les pays industrialisés ont pris conscience dans la période Covid de leur vulnérabilité économique du fait de la délocalisation industrielle vers les pays émergents et des difficultés logistiques liées à la pandémie et ont décidé de modifier leur stratégie en promouvant une réindustrialisation, notamment dans des segments stratégiques tels que la fabrication de semi-conducteurs. 1. Réaffirme que nos micro-États ne peuvent pas s'industrialiser de manière durable dans une logique nationale. 2. Estime qu'il est nécessaire d'adopter un modèle régional d'industrialisation qui devra reposer sur des marchés régionaux fluides. 3. Fait valoir que la création d'emplois qualifiés à la mesure des besoins de nos sociétés nécessite un changement radical du paradigme actuel, lequel est dominé par des politiques nationales complétées par la coopération régionale, paradigme communautaire. Il doit être remplacé par un paradigme de confédéralisation politique régionale. 4. Affirme que seules les constitutions d'une confédération en Afrique de l'Ouest entre le Nigeria et les autres micro-États est de nature à créer la volonté politique nécessaire à l'industrialisation de notre région et partant de nos pays. 5. Préconise le regroupement des 14 micro-États qui forment avec le Nigeria la CEDEAO en une nouvelle fédération, la Fédération sahélo-guinéenne. 6. Invite l'ensemble des États de la région à créer la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest
sur la base des deux fédérations, le Nigeria et la Fédération sahélo-guinéenne. L'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest doit être régionale ou ne sera pas. L'insertion des économies nationales dans des chaînes de valeur mondiale n'a pas démontré une efficacité suffisante et doit être complétée par une politique volontariste de développement de chaînes de valeur régionales. Ce changement radical ne peut être abouti par une simple coopération entre nos pays. C'est la raison pour laquelle nous devons renforcer les centres de décision stratégique régionales, seuls capables d'apporter la crédibilité nécessaire pour conduire les infrastructures de logistique et de transport et mettre en place concomitamment le réseautage des acteurs économiques nécessaires pour créer les grappes industrielles dans les secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, la pharmacie, la pétrochimie, l'énergie, les télécommunications, le transport, les matériaux, l'informatique soft, la réseautique, l'industrie vestimentaire. À court terme, chaque pays ouest-africain doit, premier point, supprimer les obstacles qui entravent la politique industrielle régionale et encourager les formations qualifiantes adaptées aux besoins de l'industrialisation. Deuxième point, rediriger sa stratégie nationale vers une vision qui priorise les chaînes de valeur régionales. Troisième point, favoriser l'investissement industriel local et international au niveau national et régional. Quatrième point, enfin, éviter de signer des accords de partenariat économique bilatéraux qui renforcent l'exportation de matières premières au détriment de leur transformation au niveau national et régional. Des accords qui lèsent les intérêts de groupes industriels régionaux et favorisent ceux d'entreprises de pays industrialisés ou émergents influents. Nos pays doivent bâtir ensemble un espace productif et des marchés de dimension régionale. Ils doivent impérativement prendre des décisions communes suivies d'actions efficaces en vue de la convergence normative, de la libre circulation effective des personnes et des biens, de l'intégration financière et de la formation du capital humain. Ces actions doivent être mises en œuvre de manière, d'une part, à satisfaire le marché régional et, d'autre part, à positionner stratégiquement la région sur la scène industrielle globale où les opportunités sont nombreuses, mais les déterminants de la compétitivité de plus en plus complexes. Merci. La répartition des sièges telle qu'elle existe actuellement et le mode d'attribution ne permettent pas une expression démocratique équitable des populations de l'espace communautaire. Comme résolution, l'Assemblée générale du MFSG Bénin demande l'élection des parlementaires de la CEDEAO au suffrage universel. En deuxième point, exige le respect du principe « une femme, un homme égale une voix ». Troisième point, en conformité avec ce principe, préconise un nombre de sièges de 50% au moins pour le Nigeria. En quatrième point, préconise la constitution de 2 groupes au sein du Parlement, le groupe du Nigeria et le G14 regroupant des élus des 14 autres pays.
En dernier point, suggère un mode de délibération consensuelle entre les deux groupes. Je vous remercie. La quatrième résolution sera lue par Madame Badovi. Alors nous sommes à la résolution 4, aux fins de la mobilité des apprenants de la CEDEAO. Exposer des motifs. L'influence de l'ancienne puissance coloniale continue à prédominer au travers d'institutions francophones. Sans renoncer à la participation à ces institutions, nos pays doivent s'engager résolument dans une démarche d'harmonisation des systèmes d'apprentissage et le brassage des populations d'apprenants. La résolution de l'Assemblée générale du MFSG Bénin, en un, demande l'organisation d'une mobilité volontariste des apprenants à l'échelle de la région. En deux, la mise en place de mécanismes permettant à chaque apprenant, apprenti, étudiant bien évidemment, de passer 1 à 2 semestres dans une école ou université d'un autre pays de la région. En trois, enjoindre les États de la CEDEAO de mettre en place un système de bourse en vue de soutenir ce mécanisme. En quatre, affirme que la mobilité des apprenants permettra d'enrichir les réseaux relationnels des jeunes tout au long de leur formation. Et enfin, en 5, suggère que les États et la CEDEAO prennent toutes les dispositions de suivi et d'accompagnement des apprenants en échange afin qu'elles ou qu'ils puissent tirer de leur expérience toute la richesse potentielle. Nous vous remercions. Aux fins de l'application effective du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Exposé des motifs. Mesdames, Messieurs, plus de 40 ans après la signature du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, les citoyens de la CEDEAO sont entravés dans leur mouvement dans l'espace géographique partagé. Malgré toutes les campagnes menées pour favoriser l'application effective de ce protocole, les progrès sont très lents. La logique des États, les accords bilatéraux signés avec des puissances économiques extra-communautaires prime sur les exigences de l'intégration socio-économique de l'Afrique de l'Ouest. Résolution. L'Assemblée générale du MFSG Bénin, vu la nécessité de reconstituer la continuité territoriale fractionnée par le découpage colonial, vu les logiques économiques et juridiques à caractère national qui empêchent la libre circulation et le libre établissement des citoyens de l'espace de la CEDEAO, vu que la mobilité professionnelle au niveau de la région est une expérience pour l'emploi des ressources humaines dans les conditions optimales. Alors, considérant qu'une application effective du protocole est nécessaire à l'épanouissement des populations sœurs préparées par des frontières artificielles, considérant que la priorité accordée aux logistiques nationales n'est pas de nature à permettre une application effective du protocole, 1. Demande la suppression des frontières internes dans la zone CEDEAO. 2. Exige le renforcement des frontières avec l'extérieur. 3.
préconise la mise en place des forces communautaires pour veiller à la sécurité collective des populations. Je vous remercie. Merci. 6e résolution du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens aux fins d'une confédéralisation de l'Afrique de l'Ouest. Exposé des motifs. Mesdames et Messieurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, malgré le mérite de son existence, la citoyenneté communautaire consacrée par un passeport de la CEDEAO ne parvient pas à réaliser les buts d'intégration régionale qui lui ont été assignés. Elle doit être remplacée progressivement par une confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Résolution. L'Assemblée générale du MFSG Bénin exige la création d'une deuxième fédération en Afrique de l'Ouest, à savoir la Fédération sahélo-guinéenne, regroupant les 14 autres pays qui forment avec le Nigeria la CEDEAO. Précise que la Fédération sahélo-guinéenne doit être décentralisée. Elle doit mutualiser entre les 14 États l'espace géoéconomique pour une liberté effective de circulation et de résistance. Préconise la constitution d'une confédération entre la nouvelle fédération et le Nigeria. Précise que la CEDEAO doit être renforcée pour jouer un rôle de transition vers la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Puisqu'on doit mettre en place des démembrements au niveau départemental, au niveau local, et ça, ce sera un des premiers travaux qui seront réalisés par le bureau et le comité directeur. Donc la prochaine étape sera celle. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de votre patience et de vos contributions respectives. Au cours de cette période, les membres fondateurs ont élaboré et adopté les statuts du mouvement. Ils ont élu les membres des différents organes, à savoir le comité directeur, le bureau exécutif et le comité de supervision. Ils ont également élaboré un plan d'action triennal. Dans le cadre de la clôture de l'Assemblée générale constitutive, une conférence de presse a été donnée le jeudi 4 août 2022 par le coordinateur du mouvement. Le 6 août 2022, la cérémonie a démarré à 10 h et a conduit la participation de plusieurs membres fondateurs et invités. La journée a démarré avec 3 mots de bienvenue, à savoir l'allocution de la présidente du bureau exécutif, l'allocution du président de l'ONG ESTRAS et l'allocution du coordinateur du mouvement. À la suite des allocutions, un présidium a été mis en place et composé de M. Kiki Roland, Mme Alassane Afiatou et Mme Jocelyne Baloui. Conformément à l'agenda, une communication introductive a été animée par le coordinateur présentant la genèse et la vision du MFSG. À sa suite, les membres des différents organes ont été présentés et la secrétaire nationale adjointe du bureau exécutif a présenté le plan d'action triennal. Ce plan d'activité a reçu les amendements des fédéralistes et a été adopté par l'Assemblée générale du MFSG. À l'issue des constats faits par les fédéralistes, 6 résolutions sont proposées par le MFSG. Les dites résolutions font partie intégrante du présent procès verbal et sont jointes en annexe. Après présentation des prochaines étapes, la session béninoise du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens
remercier tous les membres fondateurs et les défis seront relevés ensemble. Je vous remercie. Merci, voilà encore les